Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 juin 2022. J'en profite encore vu qu'on est en tout début de mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Vous pouvez nous rejoindre dorénavant directement via le Patreon. C'est en début de mois, c'est le meilleur moment si vous voulez assister au brief privé que je fais avec les élèves dans lesquels on analyse beaucoup d'alcool, on voit beaucoup de concepts. Il y a des cours, enfin il y a des mini-cours au sein justement des briefs. Il y a déjà une playlist de cours qui a été faite dans laquelle vous avez plus de 18 heures de cours qui vous apprend absolument tout le trading de A à Z, hein. Donc l'analyse technique, la création d'un plan, comment faire pour créer son propre setup, quelles conditions surveiller. Il y a même des setups déjà préfaits qui ont déjà été présentés dans les cours. Les setups, vous pouvez vous inspirer de ces setups justement pour développer les vôtres avec des conditions différentes ou d'autres indicateurs techniques. On apprend tout ce qui est les biais, les indicateurs de momentum, donc tout ce qui est RSI, MACD, enfin plein d'autres indicateurs. Même là, au final, dans les briefs, je vois d'autres indicateurs avec les élèves également pour les aider à développer leur propre setup. Tout est disponible en rediffusion, vous êtes les bienvenus. Également, quand le marché redeviendra, quand on verra des vraies structures se poser, etc., on se remettra à refaire des watchlists, donc d'assets vraiment à surveiller techniquement. Donc n'hésitez pas si vous voulez préparer le prochain bull market, parce que les marchés sont cycliques, hein, bear market, bull market, bear market, bull market. C'est cyclique, n'hésitez pas à nous rejoindre, je pense que c'est maintenant que ça se prépare pour la suite. Donc vous êtes les bienvenus. À bientôt dans l'école si si vous voulez nous rejoindre. Alors du coup, aujourd'hui, on parle du Bitcoin comme d'hab. Aujourd'hui, je parlerai pas d'altcoin puisque là, on a le mouvement baissier, donc toutes les altes ont exactement la même gueule. Projet baissier, donc pareil que Bitcoin. Donc autant tout ce que je vais dire pour Bitcoin, c'est bon pour 3/4 des altcoins. Je vous oublie pas pour la newsletter, hein, je vous sors cette vidéo pour ceux qui sont inscrits à la newsletter ce week-end, donc soit samedi ou dimanche, vous aurez accès à votre petite vidéo. Donc pour ceux qui ont rejoint la newsletter, c'est totalement gratuit, hein, le lien est en description, je tiens à le rappeler. Alors du coup, le Bitcoin, donc là j'ai pris la charte de Deribit que je trouve très très intéressante pour l'action du prix et l'analyse du prix. C'est hyper intéressant. Je vais vous montrer Deribit et par exemple Coinbase, où c'est un petit peu différent. Deribit et ça c'est Coinbase, ok. Donc c'est un peu différent, Deribit, il y avait vraiment une résistance bien marquée, bien horizontale, franchement très très intéressante. Donc je vais vous remontrer ça, hop, la résistance, elle est ici tout simplement. Et donc, on avait parlé ensemble de l'action du prix à surveiller au niveau du court terme. Donc on va revenir ici. Et on avait vu donc qu'après un breakout, l'action du prix n'était pas hyper bullish, c'était pas encore hyper bearish, ok. On avait vu ensemble, je sais pas si j'ai utilisé ce terme avec vous dans le brief YouTube, mais un petit peu d'un marché qui remontait sous forme d'escalier, comme ceci. Donc on descend, on remonte sous forme d'escalier, on chute, on remonte sous forme d'escalier, on chute, et je sais pas par contre si je l'ai dit sur YouTube, mais je crois que je l'ai dit. Que si on remontait encore une fois sous forme d'escalier et qu'on rechutait, là ça faisait trop de M successifs et c'est pas une action de prix qu'on veut voir après un breakout. Et donc malheureusement, résolution aussi, hein, du range ici, et ça c'est pas bullish bien évidemment. Après un breakout, on est censé avoir une action de prix bullish qui met pression sur les vendeurs, sur les résistances et qui nous permet de pumper. Et également, on avait vu ensemble, donc là c'est plutôt sur cette chart que je vais vous remontrer ça, mais après je vais absolument vous montrer cette chart ici sur Deribit, elle est très intéressante, hein, vous allez comprendre pourquoi il y a eu quelque chose qui cloche. Mais ici, pour revenir ici, on avait vu voilà, le range, ok, et donc résolution baissière, une grosse bougie rouge, bam, cassure du range, après un breakout, comme ceci, où on breakout une résistance, où il y a un W, on n'est pas censé voir une pattern de retournement baissière, on est censé voir une continuation haussière qui montre que le marché est fort. Et donc ça veut pas dire que c'est forcément bearish à 2 milliards de pourcents, ok, ça veut juste dire que ce marché pour l'instant n'est pas assez mature, probablement pour vraiment déclencher quelque chose d'haussier et reprendre un rallye haussier, ça semble trop tôt. Et après on parlerait d'order flow, etc. Donc ça c'est le premier élément technique. Court terme, les vendeurs ont repris le contrôle du marché, ok. Là, depuis qu'on a cette action de prix bearish, maintenant ce qu'il faut surveiller, c'est qu'on n'est pas sur un niveau anodin, on est sur le premier arrêt qui maintient le marché pour l'instant, donc c'est un petit peu l'objectif qu'on avait vu dans un premier temps, 0,382, des 29 000 $. Je vous avais montré aussi les pics de liquidation au niveau des contrats dérivés où il y avait beaucoup de longues à liquider dans ces niveaux de prix. On est venu les liquider ici sur ce mouvement baissier. Et là, ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est l'action du prix au niveau du premier arrêt qui va être très importante. Si on commence à voir ici de la consolidation, pression sur résistance, du W qui se dessine, ça normalement c'est bullish. Okay, là, ça voudrait dire qu'en gros, on a connu un dip et on va retourner vers la résistance et peut-être qu'on va réussir à la breaker enfin cette résistance des 32 000 $ environ. A noter également qu'on est toujours dans ce range ici, hein, qui est bien identifié ici en 3 jours. Le marché a bien posé 2 bornes de range. Et il faudrait clôturer au-dessus des 32 600 pour avoir la résolution de ce range. Pour l'instant, range qui n'est toujours pas résolu ici quand on voit ce graphe ici en échelle 3 jours. Mais bon, peut-être que du coup ce sera la résolution du range, mais il va falloir développer quelque chose de bullish ici. Pour l'instant, ça y ressemble un petit peu, semblant de W, mais c'est pas ouf.
Maintenant, voilà, si on part en W ici et qu'on monte comme ça, très bien. Dès qu'on retrouve une dynamique haussière, très bien. On aura donc un rebond. Est-ce que ce sera, oui, dans un premier temps, un rebond? Est-ce que ce sera quelque chose qui permettra de vraiment déclencher un beau rallye par la suite? À voir. Sachez aussi que ça peut être un simple dead cat bounce. Donc ici, un dead cat bounce, ça veut dire un faux rebond pour une continuation baissière. Hop, comme ceci, laissez-moi tracer mon fib. Et donc l'objectif, si c'est vraiment qu'un simple dead cat bounce, ça serait environ les 30 400. Donc on rebondit, et puis là on faiblit, et hop, continuation baissière. Je vais vous donner un petit peu mon avis par la suite au niveau de l'order flow. Mais là, je vais revenir du coup sur la charte sur Deribit qui est vachement intéressante pour expliquer l'action du prix et quelque chose qui cloche. Donc déjà, Deribit, il faut savoir que là, on est sur un contrat perp, donc contrat dérivé, qui dit contrat dérivé dit utilisation de levier. Et je vais vous expliquer un truc assez bête. Donc en gros, on est dans un marché, donc quand on revient ici, hop, on est dans un marché où on évolue sous résistance. Ok, donc techniquement, il y a beaucoup de gens qui ont shorté ce marché, tout comme il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, bien évidemment. Et donc la résistance, elle est littéralement ici. Là, elle se voit très bien. Parce que là, on a accord de chandelle. Enfin, en gros, le marché n'arrive pas à passer cette zone. Donc, il faut se dire que tous les mecs qui ont shorté, bon, bah, techniquement, ils sont bien puisque leurs stops, ils sont au-dessus, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de vendeurs ici. Quand on vient en replay, et là, je passe en bougie, on commence à dépasser ce niveau. Il faut se dire que ici, actuellement, quand on est là, tous les mecs qui ont shorté ici, ils ont la tête sous l'eau. Là, il faut se dire que le mec qui est venu shorter là, il est en perte, 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 il est en perte. Tous ceux qui ont shorté là, ils sont en perte. Donc il faut se dire que en plus de 2 semaines, tous ceux qui ont shorté, ils sont en perte. Donc techniquement, les acheteurs, ils sont en position de pouvoir faire souffrir les vendeurs et d'aller chercher leur liquidation et de liquider les vendeurs. Ou au moins, de faire souffrir les vendeurs. Parce que techniquement, c'est les vendeurs ici qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont tous bloqués. Et du coup, ce qui n'est pas bullish, c'est de réintégrer cette zone, puisque on a bloqué ces vendeurs. Donc, faut les maintenir bloqués. Et il faut continuer de monter pour les forcer à liquider leur position. Vous m'entendez souvent dire en brief, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce concept, et je reviens dessus, qui est quand on a beaucoup de shorters, c'est bullish. Enfin, ça peut être bullish, pas c'est bullish absolument, mais ça peut être bullish. C'est ce qu'on essaie d'identifier, beaucoup de vendeurs bloqués pour pouvoir monter. Pourquoi? Puisque un shorter, c'est quelqu'un qui fait une promesse de rachat futur. Sachez que si vous ouvrez un short, vous faites une promesse de rachat par la suite. Tout simplement, c'est une vente à découvert que vous allez racheter. Donc un marché dans lequel il y a beaucoup de vendeurs, ça peut être bullish, et c'est probablement bullish. Pourquoi? Parce qu'on a plein de mecs qui vont faire des promesses de rachat et qui vont devoir racheter leur position. Et donc des acheteurs, ça fait monter un marché, on est bien d'accord. C'est pareil, quand vous avez un marché dans lequel il y a beaucoup trop d'acheteurs avec levier, bah, quand vous ouvrez un long, vous faites une promesse de revente par la suite, qu'elle soit en bénéfice. Donc si vous ouvrez ici, vous voulez vendre ici, et vous voulez pas vendre à perte. Mais dans tous les cas, vous êtes quelqu'un qui fait une promesse de revente par la suite. Donc un marché dans lequel il y a beaucoup de gens en longue, c'est pas trop bullish parce qu'il y a plein de mecs qui ont fait une promesse de revente par la suite. Donc ils vont devoir revendre. Et si on commence à s'installer sous leur niveau de prix, imaginons ici il y a beaucoup de gens qui viennent long le marché, bah si on commence à s'installer sous leur niveau de prix, c'est des mecs qui sont en perte et qui auront nul autre choix, soit d'attendre de ressortir à break-even, soit d'attendre leur liquidation, soit de craquer psychologiquement et de se dire ok bon ça remontera plus et je vends ma position. Donc ça fait plein de vendeurs et c'est ce qui pousse le marché à aller plus bas. Tout simplement. Bah là, c'est exactement la même chose. Ici, on est venu, on a bloqué plein de vendeurs. Techniquement, il y a tout pour ne pas offrir justement à ces vendeurs le fait de sortir sans perte et de tranquillement consolider au-dessus et déclencher quelque chose de bullish et faire souffrir ces vendeurs. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Puisque là, je viens au jour J et bizarrement, on revient là où ces vendeurs étaient bloqués. Maintenant, également, et là, ça se voit bien sur Deribit, si jamais on commence, donc là, techniquement, c'est redevenu un support, hein. Là, on est en train de le travailler. Là, sur Deribit, de ce que je vois, l'action du prix est très claire. C'est que si on arrive à clôturer au niveau du support et qu'on commence à repartir dans l'autre sens, ça sera assez bullish. Pourquoi? Puisque tous les vendeurs ici resteront bloqués, on se sera juste servi d'eux comme support, et techniquement, hop, on remonte. Simplement, une résistance cassée devient un support, on reteste ça en support, on repart au sud, bon bah c'était un pullback, on repump. Par contre, si on reste trop longtemps de temps ici, voire on reclôture sous ce niveau, bah on revient là où il y avait nos vendeurs bloqués, et du coup, c'est les acheteurs qui ont acheté ce breakout ici qui sont bloqués. Et du coup, à ce moment-là, il y aura de grandes chances de revenir sous ce creux. Parce qu'on est dans un marché qui chasse beaucoup de liquidités, on le voit encore. Ici, il y avait vraiment un support bien établi. Bizarrement, petite mèche qui vient chasser les stops, on repart dans l'autre sens. Bon, bah là, on a une grosse résistance bien établie avec beaucoup de stops, on chasse les stops, on a une pattern baissière. Donc normalement, après un breakout, on est censé voir une action de prix bullish, et là, c'est pas ce qu'on a. Donc ici, ça témoigne bien que c'était probablement qu'une simple chasse au stop. Et du coup, si ce marché est toujours dans cette optique de chasser de la liquidité, bah le prochain point de liquidité bull à chasser, il est sous ce creux, sous les 28 000. Donc à ce moment-là, il faudra aller sous les 28 000 $ pour chasser les acheteurs si c'est l'objectif. Ok. Et du coup, je reviens sur BTC normal, mais je trouve que Deribit c'était assez intéressant. Et là, on va voir au niveau de l'order flow. Ok.
Donc là, on vient au niveau de l'order flow ici. Ça, on peut fermer. Ça, on s'en fout. Voilà, juste ici. Quand je vais au niveau de l'order flow, il se passe quoi? Rappelez-vous, on avait vu ensemble que ici, il y avait eu une grosse hausse d'open interest et une hausse du ratio ici. Donc beaucoup de gens qui se sont positionnés. On avait vu que la majorité était short grâce au ratio short qui monte. Ça, on en avait parlé. Ok? Et on avait dit également que si on revenait dans ces zones de prix, c'était pas hyper bullish. Pourquoi? Puisque ça allait permettre à ces vendeurs de sortir. Et du coup, ici, vu qu'on revient ici, il reste qui? Ben, il reste les acheteurs. Eux, les vendeurs, ils sont probablement sortis. Et pourquoi je dis qu'ils sont probablement sortis? Puisque là, le prix descend, le ratio short, il descend. Donc, ce qui veut dire qu'il y a moins de gens en short que de gens en long. Et bizarrement, le ratio, il diminue. Et également, l'open interest, il chute. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de positions clôturées. On est passé de 7 milliards à 6 milliards 200 millions environ. Donc, 800 millions de positions clôturées. Et le ratio qui chute le plus, c'est le ratio short. Donc, ce qui veut dire techniquement que le nombre, enfin, la majorité de positions clôturées ont été des shorts. Donc, actuellement, on revient dans des niveaux de prix, il y a eu beaucoup d'ouvertures de positions, et des longues et des shorts, parce que comme je le dis toujours, si l'open interest il monte, c'est qu'il y a un long et un short qui s'ouvrent, ok. Et si le ratio short augmente plus, c'est que la quantité de traders, par contre, est plutôt short. Ça veut juste dire ça. Mais là, on se retrouve du coup avec ici des acheteurs un petit peu coincés. On n'était pas dans des gens qui étaient en train de FOMO, hein. Ça aussi on l'avait dit. Mais que si on se mettait à dip et que le ratio long montait, ça témoignerait qu'on est toujours dans un sentiment buy de dip, on achète les dips. Mais là actuellement on est encore trop tôt pour penser buy de dip. On n'a pas encore cette information là. Faut voir l'open interest remonter, le ratio long continue de monter, etc. pour confirmer qu'on est dans du buy de dip et ça sera pas trop bullish pour la suite. Mais ce que je veux dire c'est que en gros, les vendeurs coincés, bah eux on leur fait l'opportunité de sortir et ils la prennent puisque le ratio short il diminue, l'open interest il s'effondre. Donc les mecs qui étaient coincés en short, ils sortent. Par contre, les mecs coincés en long sont probablement toujours dans leur position. En tout cas, une majorité de mecs coincés sont toujours dans leur position. Et donc, pour sortir ces mecs en long, il faut aller sous ces niveaux de prix. Et également, pour chasser un maximum de stop, il faut aller sous le creux trouvé ici. C'est ce qui fait que cette zone ici, en termes de liquidité, devient extrêmement intéressante. Juste ici. Encore une fois, je ne sais pas si on va y aller. Si on voit une action de prix bullish ici, qu'on revoit de la force, type W, je fais de la dynamique haussière, pas de problème, on repart. Ok? Mais il faut garder dans un coin de notre tête qu'ici il y avait beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, que la majorité c'était des vendeurs qu'on leur a donné l'opportunité de ressortir et du coup il reste qui? Les acheteurs, et eux les acheteurs, bah, d'après le ratio long, ils sont probablement pas trop sortis ici. Donc il y a ceux qui se sont fait liquider, il n'y a pas de problème, hein, là il y a beaucoup de mecs qui ont été liquidés, mais il y a ceux qui tiennent leur position et je pense qu'il y a encore beaucoup d'acheteurs qui tiennent leur position, possiblement. Après je peux totalement me tromper. Et si on voit une action de prix bullish ici, le marché pourrait remonter, il n'y a pas de problème. Mais en gros, moi je me dis personnellement, c'est ça mon raisonnement et j'arrêterai là-dessus, que si on ne revoit pas une action de prix bullish ici, pour moi l'objectif c'est au moins de venir sous les 27 900 pour chasser tous les stops qui attendent, de tous ces mecs ici qui sont venus long. Et pareil, il y a des gens ici qui sont venus shorter et qui sont venus long. Bah, du coup ici on reviendra foutre la pression aux acheteurs, donc raison de plus d'aller chercher les stops sous les 28 000. Bon, ça c'était un petit peu mon avis. Maintenant, ce que je peux aussi rajouter, dernière chose, c'est que court terme, funding négatif sur Binance. Donc, ce qui veut dire que là, au niveau du court terme, on a trouvé beaucoup de vendeurs qu'on peut liquider. Et donc, s'il y a un simple rebond et qu'on retrouve de la force, enfin, en gros, voilà, du M ici, ça, enfin, du M comme ça, pardon, faudra pas se dire, c'est reprise haussière. Non, ce sera un simple dead cat bounce pour une continuation baissière. Et du coup, probablement sous les 27 900 $. Donc, ce niveau de liquidité que je vais marquer avec un petit emoji smiley. Également, une chose à ajouter, enfin que je vais rajouter ici, hein, c'est le premier arrêt, surveillez bien la réaction du prix s'il y a un rebond sur les 30 400 $. Donc juste ici qui correspond au 0,382, si on rebondit, qu'on faiblisse et que c'était un dead cat bounce, c'est donc la continuation baissière et l'objectif sous les 27 900 $. Le funding négatif m'amène à penser qu'il y aura probablement un rebond là de ce qu'on voit, mais à surveiller le ratio long et le ratio short. Si jamais le marché remonte et qu'on voit un ratio short monter comme ça et qu'on revoit le ratio monter ici, ok, les gens reshortent un truc qui remonte, let's go, allons plus haut, allons même peut-être au-dessus des 32 000, très bien. Mais si jamais les ratios short restent aussi faibles et que le marché rebondit et que voire même les ratios longs remontent, c'est que les gens sont en mode buy de dip et ça c'est pas trop une bonne chose. Donc faudra s'en méfier. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, je fais un point sur Ether. Donc Ether, moi ce qui me chagrine toujours, c'est le fait qu'on soit pas venu sous les 1800. C'est assez bizarre, enfin sous les 1700 pardon. On y est venu sur Binance, mais sur une majorité d'exchanges, on n'y est pas venu. Je pense honnêtement que pour initier un swing haussier, il faut venir sous ces 1700 et développer de la structure bullish comme ça pour se dire ok, les stops ont été capturés, on développe quelque chose de bullish, on remonte. Après, je peux me tromper, et du coup, si je me trompe entre guillemets, si mon raisonnement, enfin pour annuler ce raisonnement, il faudra avoir de la structure bullish au-dessus. Si on voit ça, ok, le marché va pas chasser les stops et on remonte avant. Mais là, techniquement, ça reste quelque chose de bearish.
MMM. Après, ce qui est intéressant également sur Ethereum, c'est que son action du prix est favorable pour un short squeeze. Pourquoi ça? Puisque tous les creux sont nettoyés et par contre les sommets sont descendants. Donc là, tous les mecs qui shortent le marché foutent des stops évidents qui s'accumulent ici et qu'on peut défoncer par la suite. Mais avant ça, probablement, il va falloir aller chasser tous les creux ici qui n'ont pas été touchés, qu'on n'a pas encore touchés, qu'il va falloir toucher. Pour les toucher, il faut aller sous 1700. Chose qu'on n'a pas réussi à faire pour l'instant. Maintenant, on peut ne pas y aller. Donc à ce moment-là, on aura un développement de prix bullish avant ces 1700 $. Donc ça pourrait commencer dès aujourd'hui avec une remontée, développement de W, etc. etc. Ethereum, je vois pas grand-chose d'autre à dire honnêtement. Donc maintenant, on parle de la macroéconomie. Donc le dollar index qui continue de rebondir. Ça, on en avait parlé, il y avait un potentiel rebond. Chose qu'on a eu, par contre, je sais pas si j'avais mis le premier arrêt sur YouTube, je sais pas, mais bon, voilà. 0,382, on y est venu, petite bougie rouge pour l'instant, à voir si c'est un simple dead cat bounce. Si c'est un simple dead cat bounce, on va faire ça tout simplement et on va avaler le mouvement haussier. Et donc on ira plus bas, et donc à ce moment-là, on reviendra proche du chiffre rond des 100 points pour le dollar index. Par contre, si on casse les 0,382, on se donne rendez-vous au niveau des 103 points, 104 points environ pour le dollar index. Donc dans la zone de rechargement de short, ici, et là on verra si on est sur le début d'un top ou pas depuis justement, enfin, suite à la future hausse des taux en Europe qui devra redonner de la force à l'euro. Et le dollar index, c'est le dollar contre un panier d'autres monnaies fiduciaires. Il faut savoir que l'euro représente 53% du calcul. Donc un euro qui est fort, ça fait dump un dollar index tout simplement. Et donc suite à la hausse des taux, si le dollar index commence à dessiner ça, bon bah l'euro sera assez fort contre l'USD pour pouvoir remonter au cours de l'année 2022. Donc un euro qui remonte contre le dollar. Et du coup, pour finir, le S&P 500 qui fait une petite pattern de retournement baissière au contact du premier arrêt, c'est pas hyper bullish. Maintenant, on a JP Morgan qui nous annonce un cataclysme, en gros, voilà, un effondrement économique imminent ou pas imminent, mais voilà, en gros, un effondrement économique se prépare à cause du conflit. Du coup, tout simplement, c'est bizarre qu'il annonce ça ici, alors que bon, on commence à avoir des signaux de momentum haussier, des petits W se dessinent. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube en fait du retournement de marché, du coup d'un rallye plus profond? Là, c'est bizarre qu'ils annoncent ça. Eux, ils sont toujours fait tout ce qu'ils disent, faut juger d'abord, ok. Si les gens sont ok avec eux, bah, c'est que c'est pas bon. Enfin, pardon. Par contre, par exemple, voilà, ici, JP Morgan annonce un effondrement. Si tout le monde s'accorde à dire que oui, JP Morgan ont raison, il y a un effondrement, c'est l'inverse qui se passera très très probablement. Par contre, si JP Morgan annonce que tout va aller bien, que tout le monde dit que tout va aller bien, bon bah pareil. Tout va aller mal et c'est la direction baissière qui nous attend. Par contre, si JP Morgan annonce un effondrement et que tout le monde dit non, c'est pas possible, il n'y aura pas d'effondrement, ils auront probablement raison. À mon humble avis, les JP Morgan, etc., ce genre d'article, c'est aussi pour sonder les gens. Les gens pensent quoi? Les gens font quoi? Ah, on annonce ça, ils sont d'accord avec nous? Ok, faisons le contraire. On annonce ça, ils sont contre nous? Ok, on a raison, let's go, on va dans notre direction. Je pense plutôt que c'est pour sonder le sentiment également et pour savoir psychologiquement les gens sont dans quel état. Eux, ça leur coûte pas grand chose. Voilà, un journal, oui, dans votre journal, interviewez-nous et faites un article sur ça. Comme ça, oh, les gens, ils en pensent quoi? Ah, ils sont contre notre avis. Ok. Bon, bah, c'est ce qui va réellement se passer. Ah, ils sont du même avis que nous. Bon, bah, tout le monde ne peut pas gagner, donc c'est pas ce qui ne va pas arriver. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre aussi. Si tout le monde pense que le marché va monter, ça va pas monter parce que si tout le monde est déjà à l'achat, qui va faire pumper le marché. Par contre, si tout le monde pense que ça chute, tout le monde a vendu et la majorité est en short, bon, bah là, il y a plein d'acheteurs potentiels qui peuvent faire monter les prix. Si vous avez vendu, vous allez devoir racheter plus cher ou rester sur le côté et attendre que les prix redeviennent plus intéressants, chose qui peut ne pas arriver. Là, je donne un exemple parmi tant d'autres, c'est pour réexpliquer un petit peu comment fonctionnent les sentiments de marché. La psychologie d'un marché, tout simplement. Et du coup, le S&P 500, bon, ici, on nous annonce, bizarrement, un effondrement économique. Si les gens sont d'accord avec, bon, bah, c'est que la direction sera probablement haussière. En tout cas, l'analyse technique parlera. Si on regagne ce niveau, qu'on clôture au-dessus de ce niveau, ok, c'est bullish, on enchaîne les creux et sommets ascendants, et donc on ira se diriger dans la zone de rechargement de short, et là, on verra. Par contre, si après cette pattern de retournement baissière, si aujourd'hui on va encore sous le plus bas de la journée d'hier et qu'on confirme, bon bah là, va falloir se poser des questions et on reviendra probablement tester cette zone de support ici. Et si elle cède, bon bah là, attention, ça peut devenir dangereux et on peut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus baissier, type continuation baissière. C'était un faux rebond et l'objectif ce sera dans les 3300 points. Et à ce moment-là, c'est vraiment pas bullish pour le marché US et donc probablement pas pour les cryptos, et JP Morgan auront probablement raison en disant qu'il y a un effondrement économique qui peut arriver, en tout cas un ouragan économique comme ils ont dit. Voilà, je pense pas que j'ai grand chose d'autre à dire sur le S&P, donc
En gros, je mets une alerte ici personnellement. Si elle sonne, c'est que c'est haussier. Tant qu'on ne regagne pas les 4200 points ou plus, il n'y a rien de bullish sur le S&P 500. Et du coup, depuis cette pattern de retournement baissière, les probabilités sont du côté d'un retest, possiblement du support trouvé ici, que je vais supprimer parce qu'il est très mal dessiné. Et également, le niveau à surveiller, ce serait les 4050 points. Si on commence à avoir un développement de prix bullish ici, bon bah là on sera probablement dans quelque chose d'haussier, continuation, zone de rechargement de short. Mais pour pas vous prendre la tête vraiment, le niveau extrêmement important, il est ici, on est venu le taper, on a eu un rejet, c'est environ les 4200 points. Tant qu'on ne se réinstalle pas durablement au-dessus des 4200, il n'y a rien de nouveau d'haussier sur le S&P 500. Ça voulait dire qu'on était dans un simple rebond. Maintenant, le fait qu'ils nous annoncent que voilà, économiquement, il y a un effondrement, blablabla, bah, s'ils annoncent ça et que bah, tout le monde est d'accord avec ça, il faudra s'attendre à de la continuation haussière. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, je vous laisse le lien en description et en commentaire, vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, vous pouvez rejoindre l'école via les modalités crypto, il n'y a aucun problème. À ce stade du mois, c'est idéal de le faire via le Patreon, mais les crypto-monnaies, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire via les cryptos. Donc n'hésitez pas à la modalité de paiement que vous préférez. Donc Patreon, c'est tout ce qui est paiement bancaire, PayPal, je tiens à le préciser. Crypto-monnaie, bon bah c'est USDT, BNB, Ethereum, tout est expliqué ici vraiment de A à Z. Si jamais vous avez une question, vraiment, n'hésitez pas à la poser dans le Discord ou en commentaire de cette vidéo, je pourrai répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit, le valide, et on vous mettra votre rôle élève et vous aurez accès à l'école directement. On s'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouvera donc demain pour le dernier brief de cette semaine. Bonne journée à tous, à demain, ciao ciao.